Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Roland Massenet et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Hugo Benz dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale pour parler d'entrepreneuriat. Hugo Benz, je suis un serial entrepreneur. Bonjour Hugo. Bonjour Roland. Alors merci à tous, vous êtes absolument formidables. La semaine dernière, vous étiez près de 400 inscrits pour écouter Toi non Georget. On a discuté des révolutions de la prospection, les trois révolutions de la prospection autour du ciblage et de l'approche qui peut être automatisé, notamment sur LinkedIn et sur les outils d'automatisation dont on a parlé avec Wallaxy. La révolution autour du partage d'expertise et puis bien sûr les révolutions autour de l'engagement et de la motivation des équipes pour prospecter. On a parlé de choses absolument passionnantes. On a parlé d'Avengers, on a parlé de drague dans les bars, on a parlé de Coca-Cola, des neurones miroirs, d'Elon Musk. Une super masterclass que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur votre chaîne de podcast préférée. Alors, les masterclass de l'excellence commerciale sont rendues possibles par le sponsoring d'Incentive. Incentive, c'est l'application du Manager Coach, une application pour donner envie à vos équipes. Incentive travaille dans une vingtaine de pays, dans des secteurs aussi différents que les services financiers, avec des clients comme Société Générale, comme LCL, comme BNP Paribas, dans la distribution, avec des clients comme P&G ou Fnac Darty, dans les technologies, avec des clients comme Orange, ou dans l'industrie, avec des clients comme Air Liquide. La page de pub est terminée. Pour accueillir Hugo, Anouk, est-ce que tu peux nous faire son portrait en quelques minutes? Oui, avec plaisir. Hugo Benz, vous êtes un jeune entrepreneur dans l'industrie du textile. À 34 ans, vous dirigez 12 entreprises et vous avez créé 6 sociétés avec plus d'1 million de chiffre d'affaires chacune. Et tout ça sans finir votre école de commerce. Vous êtes notamment cofondateur de Kimono, la start-up qui révolutionne le vestiaire et la culture d'entreprise des entreprises en permettant des vêtements et des locaux personnalisés. Et votre palmarès vous a permis de tirer des conclusions sur l'entrepreneuriat, sur la méthode pour systématiser le succès, pour dépasser le million d'euros, le chiffre d'affaires dès la première année de la vie d'entreprise. Et vous en parlez régulièrement sur votre LinkedIn, sur votre blog, où vous avez même publié un playbook. Votre principale passion, c'est donc la productivité, l'entrepreneuriat, mais vous êtes également passionné de foot et de sport paddle, que vous pratiquez aujourd'hui avec beaucoup de passion. Donc c'est un honneur de vous recevoir dans nos masterclass de l'excellence commerciale. Bon, bienvenue Hugo. Quel palmarès en quelques années, extraordinaire, extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre et prendre la décision d'arrêter ses études? C'est pas une décision simple, non? Ben écoute, en fait, de base, c'est vrai que c'est arrivé un peu par hasard. Si je redonne très très rapidement le storytelling, moi j'ai un parcours assez classique, hein, bac, prépa, école de commerce du coup à Bordeaux, du coup programme ESC à APEM qui s'appelle aujourd'hui Kedge. Kedge, Et oui. il s'avère que j'ai royalement foiré ma première année, parce que du coup beaucoup trop de sorties, pas assez de cours, et du coup j'ai réussi comme la belle performance de redoubler ma première année. Et devant le refus de mon banquier de me rallonger mon prêt pour pouvoir poursuivre les études, j'ai dû trouver, on va dire, une solution qui était de me faire financer mes études par une entreprise qui me prendrait en alternance. Et là, en fait, c'est énorme coup de bol. Je suis pris dans une petite entreprise de 5 salariés qui s'appelait mydesign.com et dont le métier était de faire du textile et des accessoires personnalisés en ligne, en B2C. Et en fait, au bout d'un mois ou deux où j'étais là, cette petite boîte a été rachetée par Christophe Charles. Et donc, Christophe Charles à Bordeaux, c'est pas n'importe qui, puisque c'est le cofondateur de Cdiscount. À ce moment-là, on est en 2010. Cdiscount est le premier e-commerçant à dépasser le milliard de chiffre d'affaires. Et Christophe et ses deux frères, puisque c'est trois frères qui ont cofondé cette boîte, revendent leur dernière part au groupe Casino, qui les a suivis dès le début, dès la fin des années 90, si je dis pas de bêtises. Et du coup, moi, du jour au lendemain, je me retrouve nez à nez avec un top entrepreneur, parce que à Bordeaux, on faisait pas mieux. Et du coup, mon but devient de plaire. Enfin, mon seul but quand je me lève le matin, c'était de plaire à cette personne et du coup de faire en sorte qu'il me remarque et qu'il va bien faire des choses avec moi. Et en fait, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était de lui proposer un projet, donc un projet d'intrapreneuriat. C'était du coup de monter, on va dire, une boîte pour lui à l'intérieur du groupe qu'il était en train de créer. Et cette première boîte, ça s'appelait School Touch. Et le métier de School Touch, bah, il est simple. C'était de faire du textile personnalisé pour les étudiants. Puisque moi, j'en revenais
Et ça, quand on est étudiant en école de commerce, on a, durant ces 2, 3 années, énormément de textiles personnalisés sur les épaules, que ce soit les t-shirts pendant des soirées, des open bars, des week-ends d'intégration, des polos d'association, des suites d'association, les suites de promo, des goodies qu'on a pendant qu'on fait les forums ou les salons étudiants, etc. Donc, je me suis dit qu'il y avait une belle opportunité. Et Christophe Charles tout de suite m'a dit, vas-y, go, fais-le. Et du coup, avec un autre compère stagiaire qui était également dans la boîte, on a monté School Touch. Alors, School Touch, aujourd'hui, ça peut paraître un peu ringard comme nom. À l'époque, ça nous paraissait très cool. Et du coup, en fait, on en a été lancé dans le bain parce qu'il nous accompagnait, mais de manière assez rapide. On était hyper autonome, hyper indépendant. Et du coup, il a fallu structurer une première offre, monter le premier site internet avec 2, 3 bouts de ficelle, puisqu'on avait zéro budget pour faire tout ça, et d'aller en fait, grosso modo, chercher les premiers clients. Et ça, pour le coup, s'il y a bien quelque chose que Christophe nous a appris, c'était que le mieux est l'ennemi du bien. Donc aujourd'hui, ça qu'on dirait plutôt fake it until you make it, mais c'était que voilà, on n'attend pas que les choses soient parfaites pour agir. Et la principale action, c'est le commerce, c'est le sales, c'est le chiffre d'affaires et c'est les parts de marché. Et du coup, quand on a 22 ans et qu'on prend un ordre direct de son mentor, et on le fait. Et du coup, on l'a fait. Et c'est vrai que du coup, on a connu pas mal de succès dès le début, puisque dès la première année, on a fait un peu plus de 550 000 euros de chiffre d'affaires. Du coup, à l'issue de ça, on a fait nos premiers recrutements, donc on a recruté nos premiers sales, nos premières fonctions support, des graphistes, des acheteurs. Et dès la deuxième année, avec notre petite bande, on était une petite dizaine, avec 22, 23 ans de moyenne d'âge, on dépasse le million d'euros dès la deuxième année. Et c'est comme ça que du coup, j'ai pris goût pour le milieu du textile et pour l'entrepreneuriat. Donc, chose qui n'était pas du tout prévue de base. Donc, encore une fois, pour le coup, c'est d'un échec que toute cette aventure a commencé. Donc, je pense que j'ai su tirer mon épingle du jeu, mais de base, ça commence quand même par un énorme coup de bol, et il faut le dire. Et alors, quel rôle a joué ton mentor dans cette aventure? Comment est-ce qu'il t'a accompagné? À quelle régularité vous vous rencontrez? On se voyait une fois par semaine et franchement, encore une fois, et je lui jette pas la pierre pour ça, il y avait qu'une seule chose qui l'intéressait, c'était le chiffre. C'était combien de chiffres d'affaires on était, combien de clients, est-ce qu'on arrivait bien à produire. Donc du coup, plus on vendait, plus il mettait de ressources à notre disposition pour pouvoir bien produire tout ça. Grâce à son nom, il nous ouvre aussi toutes les portes quand on avait besoin de rendez-vous avec des fournisseurs pour aller négocier. C'est vrai que nous, encore une fois, on avait 22 ans. C'est ça, quand tu as 22 ans et que tu veux aller négocier des délais de paiement, des prix, etc., avec des grands pontes du textile qui sont là depuis 30 ans, c'est sûr que c'était beaucoup plus simple avec lui. Mais encore une fois, c'était ce boost incessant de où est-ce qu'on en est, quels sont les objectifs, à quel pourcentage de l'objectif on en est, si on n'y est pas, pourquoi on n'y arrive pas, est-ce qu'on n'appelle pas assez, est-ce que c'est le discours qui va mal, est-ce que c'est le prix qui va mal. Donc ça, il nous a toujours dit, bon, c'était son ADN, c'est Discount, que le prix, c'était pas un problème. Dans tous les cas, il fallait prendre un maximum de parts de marché très vite. Et voilà le rôle qu'il a rempli là-dessus. Et du coup, pour nous, ça a été la meilleure école. On a plus appris avec lui en un an que dans toute notre scolarité, quoi. Et à partir de quand est-ce que vous vous êtes un peu détaché de lui et que vous avez pris votre envol en quelque sorte? Ça a duré un petit moment parce que du coup, moi, je suis resté 5 ans dans le groupe de 2010 à 2015. Donc, School Touch, pour moi, ça a duré 2 ans. Ensuite, j'ai monté 2 autres boîtes pour lui, toujours encore une fois, sur d'autres verticales sur ce milieu du textile. La deuxième verticale, c'était sur tous les métiers de la culture. Mes clients, c'était les offices de tourisme, les musées, les festivals, très, très gros marché également. Et ensuite, c'était les marques Internet. C'était le début de cette vague de t-shirts à message et du coup de volonté de toutes ces marques de digitaliser leur production avec le dropshipping, avec les stocks tampons, avec tout ça. Et du coup, ça, c'est également quelque chose que j'ai mis en place, avec à chaque fois, encore une fois, que des boîtes à l'intérieur du groupe qui ont dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires. Et pour à la fin de la dernière année, passer directeur commercial du groupe et du coup manager toute cette business unit qu'on avait créée pendant ces 4 premières années. Et ensuite, en 2015, j'ai senti que c'était le moment pour moi. Je venais de me marier, je venais d'acheter une maison, ma femme était enceinte. Je me suis dit, allez, j'ai envie d'y aller. Je vais pas m'inventer d'excuses pour ne pas le faire. Et du coup, j'ai posé ma dème et j'ai monté ma première boîte.
en 2015, toujours dans le milieu du textile. D'accord, qui était finalement déjà ta troisième ou quatrième finalement Et du aventure. coup, c'était ma première vraie boîte où là, je prenais Vraie les batte à risques toi. moi-même, où j'ai mis toutes mes économies sur la table. Et pour la petite histoire, cette première boîte s'appelait La Piscine. Et là, c'était directement en fait de créer notre appareil de production, donc notre propre usine d'impression numérique sur tout support textile. Et on s'attaquait du coup aux marques et aux revendeurs textiles. Euh, pour la faire courte, hein, je refaisais encore une fois le même métier. Hein. J'ai même quelques clients qui sont partis avec moi. Et du coup, encore une fois, c'est grâce à cette boîte que 2 ans après, Olivier est venu chercher pour monter Kimono. Et en fait, c'est un peu l'histoire de ma vie là-dessus. C'est de me dire qu'en fait, chaque opportunité en amènera une autre. Et c'est pour ça que, en général, et peut-être parfois trop, j'ai du mal à refuser les opportunités. Mais quand je parle d'opportunités, pas que d'opportunités de business, hein, parce qu'après, on peut pas non plus monter une boîte tous les 3 mois. Et même ces opportunités de rencontres, j'estime que sur une centaine de rencontres, il va peut-être y en avoir que 10 qui vont nous servir à quelque chose, businessment parlant. Mais si on n'a pas fait ces 90 autres, on n'arrivera pas à ces 10 opportunités, ces 10 rencontres qui peut-être, on peut penser, nous feront perdre du temps. Mais encore une fois, c'est grâce au fait de saisir ces opportunités, de dire oui aux gens qui veulent nous demander des conseils, veulent nous rencontrer, veulent juste échanger. Et du coup, c'est du coup cette création de réseau qui, moi, aujourd'hui, on va dire, est pour moi, mon premier asset, plus que mes compétences de vendeur ou de créateur d'entreprise ou quoi. J'estime qu'aujourd'hui, c'est le réseau que j'ai pu construire ces 10 dernières années qui, aujourd'hui, est hyper important pour moi. Ok, alors là, on arrive à Kimono. Donc tu as le frère de ton meilleur ami ou qui lance Kimono et qui vient te chercher pour créer un nouveau concept Ça. d'un acteur autour de la culture d'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de Kimono, qui est Kimono et comment vous avez réussi à faire croître de 0 à un peu plus de 10 millions aujourd'hui ce nouvel acteur de la culture d'entreprise? Oui, bah écoute, du coup, en fait, comme on s'en parlait juste avant le début de l'enregistrement, Kimono, c'est l'histoire d'une rencontre. De base, c'est l'histoire de rencontre entre Olivier Ramel, mon associé et CEO de Kimono, et The Family, du coup, en la personne d'Alice Zaguri, qui est d'ailleurs toujours CEO de The Family, qui discutent autour d'un café. Donc Olivier The lui Family, raconte. c'est pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est une sorte d'incubateur, hein. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai que c'est toujours un peu difficile de leur donner une étiquette. Oui. Mais grosso modo, The Family, c'est ça. C'est une structure qui accompagne les startups dans leur croissance et qui aujourd'hui a, je crois, entre 300 et 400 startups en portefeuille. Et du coup, qu'il y en avait déjà beaucoup à l'époque, il y a 5 ans. Et du coup, ils discutent ensemble. Olivier lui raconte un peu son parcours. Olivier, c'est pareil, c'est un serial entrepreneur qui, pareil, est au capital et a déjà monté au moins une dizaine de boîtes depuis une dizaine d'années. Et donc, il lui raconte en fait sa première expérience au lycée où il avait créé le suite de promo de son école. Et en fait, il avait géré tout de A à Z, de la com jusqu'à la production et à la distribution des suites de son lycée. Et là, tout de suite, Alice rebondit en lui disant, mais mec, tu sais que nous, nos startups, elles viennent nous voir tous les jours pour nous demander où est-ce qu'ils peuvent faire des outfits, où est-ce qu'ils peuvent faire des accessoires personnalisés. On trouve pas, il n'y a pas d'acteurs. C'était un marché qui était très disparate avec beaucoup de petits acteurs locaux. Les gens même allaient acheter leur textile en grande surface et allaient le faire imprimer ou broder chez le petit imprimeur du coin. Et du coup, elle lui dit, là, il y a peut-être une opportunité. Est-ce que tu es chaud? On monte quelque chose ensemble. Là, pour le coup, c'est vraiment pas du storytelling, c'est vraiment passé comme ça. Olivier lui dit, bah, attends, tu sais que moi, je connais un mec qui s'appelle Hugo, c'est le frère de mon meilleur pote. Il est expert dans ce milieu-là, il a sa propre usine. Peut-être qu'on peut lui en parler, peut-être qu'il peut être chaud, et on monte ça tous les trois. Il m'envoie un texto dès la sortie de ce rendez-vous. On s'appelle, il m'explique. Évidemment, je lui dis que je suis bouillant. Là, à ce moment-là, on est au mois de décembre. On se voit tous dès début janvier et on fait le grand lancement de Kimono le 1er mars. Donc, du coup, ça a été hyper rapide. Et voilà comment, encore une fois, l'opportunité est arrivée. Et comme je te le disais là, tout à l'heure, Olivier, je l'avais rencontré quelques mois avant à une soirée où j'avais pas envie d'aller. Du coup, je me suis bougé le cul, entre guillemets. J'ai rencontré Olivier, on a parlé entrepreneuriat, on a accroché. Et si je n'avais pas fait ça, aujourd'hui, on n'aurait jamais monté Kimono et ma vie aurait été complètement différente.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du concept de kimono et en quoi c'est différenciant par rapport à tous vos concurrents? C'est ça. Alors du coup, en fait, dès le premier jour, Olivier en fait a eu la vision de dire que Kimono, ce serait pas un acteur textile supplémentaire, ce serait un véritable acteur de la culture d'entreprise. Et du coup, la première brique qu'on a voulu implanter, ça a été le textile, puisque le textile, c'est la chose la plus simple et la plus évidente à mettre en place. Et du coup, le textile, encore une fois, a été une première brique. La deuxième brique, ça a été les accessoires. Ensuite, on a lancé une offre d'office design. Ensuite, on a également lancé une offre événementielle avec une marque propre qui s'appelle Kimono Life, du coup, qui est une véritable business unit en interne et qui organise les off-sites et tous les événements pour les entreprises. Donc, c'est déjà une équipe avec 7-8 personnes donc, qui marche très bien chez nous. Et du coup, on lance même très bientôt une offre dédiée au conseil en culture d'entreprise. Donc voilà, pour encore une fois avoir une palette très complète. Parce qu'en fait, nous, on se présente comme des culture designers. Culture designer, c'est même une expression qu'on a déposée à l'INPI qui nous appartient, puisque c'est comme ça qu'on se présente. Aujourd'hui, chez Kimono, on est tous des culture designers et notre mission, c'est de faire rayonner la culture des entreprises. Et donc, le textile n'est qu'une brique parmi tant d'autres. Des rencontres, du coaching, des amitiés, des compétences, un réseau qui se développe. Finalement, qu'est-ce qui a été constant et reproductible dans ces aventures que tu as enchaînées? C'est ça que moi, du coup, j'ai enchaîné, on va dire, les aventures sur un même milieu à partir d'une même compétence qui était la faculté d'avoir un réseau de sourcing textile, un réseau de marqueurs, imprimeurs, brodeurs. Et en fait, de ce même métier, ma vie a été, du coup, ma vie entrepreneuriale a été de lancer plusieurs verticales, du coup, plusieurs sociétés sur un certain nombre de verticales. Donc, à chaque fois, en fait, j'ai pas la brique métier, on va dire, à réapprendre. C'est juste le marché qui change, le discours est à adapter, les outils restent les mêmes, les fournisseurs restent les mêmes, la comptabilité, toutes les fonctions support restent les mêmes, quelle que soit la boîte que l'on a. Et donc, du coup, à chaque fois, en fait, on a juste à dupliquer pour pouvoir aller plus vite. Et encore une fois, avec toujours cette faculté de dire, on a l'idée, on veut le faire, on teste. On n'attend pas d'avoir un site internet à 10 000 euros, d'avoir même à chaque fois, on commence pendant que la société est en train d'être immatriculée. En fait, pour nous, il y a aucune bonne excuse qui nous permet de ne pas passer à l'action en fait. Et c'est ça en fait qu'on a avec mes différents associés à chaque fois répliqué sur toutes les sociétés qu'on a pu monter. Aucune excuse de ne pas passer à l'action. Ça, c'est une Exactement, belle. aucune. Le mieux est l'ennemi du bien, c'est ce que nous répétait chaque semaine Christophe Charles. Et pour le coup, c'est vraiment une phrase qui m'est restée et que je m'applique à moi-même aujourd'hui et que j'applique à l'ensemble de mes salariés. Super. Et alors, comment est-ce qu'on s'entoure, on trouve les bonnes personnes? Parce que finalement, chaque entreprise a besoin de se staffer, a besoin de se structurer, a besoin de trouver son autonomie, puisque toi, tu passes au projet suivant. Comment est-ce que tu sélectionnes? Comment est-ce que tu recrutes? Sur quels critères? Quelle est ta sauce secrète sur cet aspect clé de l'entrepreneuriat? Alors là-dessus, c'est vrai que bon, bah, encore une fois, je pense que pas avoir de secret sauce particulière. C'est juste que ce soit sur Kimono, Capsule et, bon, et les autres sociétés. On a un processus de recrutement qui est hyper rigoureux et aussi qui est basé sur un leitmotiv qui est de dire que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, quand on a absolument besoin d'une ressource, on ne prend jamais quelqu'un par défaut. Ça déjà, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Je dis ça parce que l'erreur, je l'ai évidemment faite dans mes premières années d'entrepreneuriat. On a absolument besoin d'un commercial, on envoie 5 ou 6. Et en fait, des fois, on a tendance à prendre, alors c'est pas français de dire ça, mais on a tendance à prendre le moins mauvais. J'allais dire le moins pire, mais oui, le moins mauvais. Et ça, c'est une erreur gravissime, puisqu'en fait, un mauvais recrutement, ça vaut encore plus cher que de retarder un recrutement. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose, c'est une erreur qu'on ne fait pas du tout aujourd'hui. Et encore une fois, on a des process qui sont huilés, qui sont notés, qui sont rigoureusement suivis à la lettre. Et à chaque fois avec 3 étapes, avec un premier entretien téléphonique, un entretien physique ou en visio, un entretien avec une autre personne de l'équipe qui n'a rien à voir avec le département dans lequel on va recruter. Et on fait même des calls de référence. Donc,
à la fin, normalement, si on a suivi tout ça et qu'on a un bon instinct, 90%, 95% du temps, on ne se trompe pas, quoi. On s'est trompé, bien sûr. On a fait des erreurs de casting comme tout le monde, mais aujourd'hui, quand même, on en fait très peu et on est plutôt content des équipes qu'on a. Dans toutes ces aventures entrepreneuriales, quels sont les outils qui sont les plus importants pour toi, pour ton activité, pour ta croissance? Bon, en vrai, moi, mon outil préféré, parce que c'est toujours l'outil avec lequel je commence, c'est Google Sheet. C'est que je commence toujours par dire, bah, OK, quel marché on va attaquer, quelle est la cible. Et encore une fois, c'est mon Google Sheet avec le même tableau que j'utilise presque pratiquement depuis 10 ans. Colonne 1, société, contact 1, email, téléphone, URL LinkedIn. Et j'ai fait une première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne. Et je peux en avoir 50, 100. Et là, on commence encore une fois ce qu'on appelle la Customer Journey, c'est-à-dire qu'on commence avec le mail 1, le mail 2, le mail 3, le coup de téléphone, et tout ça écrit et huilé. Et encore une fois, même avant de passer sur un CRM type Pipedrive ou HubSpot qui est le top là-dessus, bah, nous, à chaque fois, c'est pendant un an ou deux, peut-être pas pendant un an ou deux, mais au moins les 6 premiers mois, c'est Google Sheet et il n'y a pas besoin d'avoir d'autres choses pour ça, quoi. Pour aller chercher les premiers clients, pour avoir sa première traction, son premier chiffre d'affaires, ses premières marges, qui après permettent, encore une fois, d'investir du temps et de l'argent dans des CRM un peu plus poussés, quoi. Donc bootstrapper pour pas se donner d'excuses pour ne pas passer à l'action. Exactement. Et tu vois, même encore une fois, même un outil comme Wallaxy qu'aujourd'hui je ponce de long en large. Moi, mon conseil, même, c'est souvent même de dire que les 6 premiers mois, si même pas utiliser d'outils d'automatisation, c'est plutôt encore une fois, c'est d'itérer, itérer, itérer jusqu'à avoir le discours parfait par mail ou à l'oral. Et ensuite, quand on a ces discours parfaits et qu'on a tous ces mails ou ces messages où on sent que ça fonctionne, là, on peut commencer à automatiser. Et c'est vrai que des outils comme Wallaxy ou Lemlist, aujourd'hui, bah, c'est magnifique pour nos métiers, puisque ça permet d'accélérer vite et fort. Et alors, on a parlé de succès. Est-ce que tu peux nous parler d'erreurs que tu as commises pour aider les auditeurs qui Bien nous sûr. écoutent, qui sont des directeurs commerciaux, qui sont des managers commerciaux, des commerciaux qui ont peut-être envie de se lancer dans les prochains mois? Quelles erreurs est-ce que tu peux partager? Bah, je peux vous partager mon plus bel échec entrepreneurial, du coup, qui est cette première boîte que j'ai montée en 2015 quand j'ai quitté le groupe My Design, qui s'appelait La Piscine, qui était une usine. Donc déjà, il faut remettre dans son contexte, une usine, c'est quelque chose qui est très gourmand en coût fixe. Et moi, en fait, qui avait 5 ans d'ADN, chiffre d'affaires, marge, peu de marge et croissance rapide, j'ai fait vraiment l'erreur de me focaliser là-dessus. Et après, la piscine, ça a marché très bien. Ça a été rentable la première année, la deuxième année, la troisième année. Sauf que la quatrième année, on était monté à 3,7 millions, mais du coup, avec de la paume, et une très grosse paume, on peut le dire. Et du coup, avec tous les problèmes que ça engendre, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on perd toutes ses assurances, on peut plus faire d'encours, on doit payer tout le monde au cul du camion. Donc ça met une pagaille terrible dans un process financier et de production qui était huilé. Et du coup, à ce moment-là, la boîte est complètement partie au tapis. J'ai dû la fermer. J'ai dû licencier mes salariés. Aujourd'hui, je rembourse encore certaines dettes que j'avais prises auprès de la banque, alors qu'on est maintenant 4 ans après. Donc du coup, le meilleur conseil que je pourrais donner aux gens, c'est de leur dire que la marge et la rentabilité, bah, c'est pas en option, qu'un énorme chiffre d'affaires ou des parts de marché, c'est très bien pour briller en société, mais à la fin, c'est pas ce qui permet de payer sereinement ses salariés à chaque fin de mois. C'est pas ce qui permet sereinement d'aller demander des encours à la banque. C'est pas ce qui permet sereinement de pouvoir investir. Et aujourd'hui, quand on est passé par une période aussi douloureuse que celle-ci, bah, je peux te jurer qu'on m'y prendra plus et qu'aujourd'hui, même avec même les boîtes que je monte depuis, je parle même pas en chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans une boîte comme Capsule, je peux te donner à l'euro près la marge que l'on a faite, pardon, depuis le début de l'année, mais je suis incapable de donner le chiffre d'affaires parce que c'est même un chiffre que je ne regarde plus. Je sais qu'il a plus d'1 million, puisque sinon j'en Focus sur la parlerai pas, marge. mais je peux pas te dire à combien on est, quoi. Je sais exactement aujourd'hui, on sait exactement combien la boîte nous coûte, on sait également quels sont nos objectifs de marge pour être bien. Et aujourd'hui, c'est la seule KPI qu'on regarde toutes les semaines avec mon associé.
Comment est-ce que tu as rebondi après cet échec? J'avais la chance d'avoir quand même monté d'autres boîtes en cours. Donc du coup, à ce moment-là, je me retrouve pas à poil. Et du Hmm. coup, pendant que j'ai fermé la piscine, on a monté Capsule. Donc, du coup, ça m'a permis aussi de me remettre à un énorme focus et devant le succès quasi immédiat de Capsule, aujourd'hui de reprendre confiance, parce qu'en fait, on peut encore une fois avoir la plus belle confiance en soi qui soit, d'avoir conscience de ses forces, etc. Quand on passe par ce genre d'épreuve et que ce soit en interne, intérieurement ou même extérieurement, comment les gens nous voient, parce qu'en fait, on passe très vite de star à pestiféré. Et donc, du coup, ça remet quand même bien les choses en place. Et pour le coup, moi, ça m'a bien mis les idées en place. Et avec du recul, maintenant, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Mais sur le coup, j'ai pas pensé ça. Et alors avec autant d'entreprises, comment est-ce que tu arrives à mobiliser les équipes qui, elles, sont dans un des projets et qui te Ouais. voient, toi, de temps en temps, comme leader? Comment est-ce qu'on on incarne un leadership quand on est partagé entre autant de projets entrepreneuriaux? Bah, en fait, c'est très simple. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est moi, qui est accepté, qui j'espère aussi est accepté par mes associés. C'est que le leadership managérial, c'est pas moi qui le porte. C'est toujours mes associés qui sont eux-mêmes du coup CEO de la société. Et ça, en fait, moi, de prendre, on va dire, un peu cette place de l'ombre, cette place, on va dire presque de numéro 2, c'est quelque chose que parfois l'ego a du mal à accepter. Mais pour le coup, moi, je suis très à l'aise avec ça et j'ai aucun souci là-dessus. Et je sais que c'est pour mon bien et que c'est pour le bien de la société. Et aussi, c'est pour ça que que je m'associe avec des gens qui ont un profil complémentaire au mien, qui ont, encore une fois, moi, j'ai plus un profil de starter et qui ont plus des profils de, de leader, de gestionnaire, de manager. Et cette place, encore une fois, j'accepte de leur laisser et ils la font très bien. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des boîtes qui marchent bien parce que du coup, la complémentarité se vérifie bien. Et que je crois que tu es le premier entrepreneur que je reçois ici et même que je rencontre qui systématiquement dit je laisse la place à un associé comme CEO. On a souvent des égos très forts parmi les entrepreneurs, ce qui fait aussi leur puissance, leur impact, leur rayonnement, leur leadership. Là, c'est beaucoup d'humilité et de réalisme et qui se confirme par une série de success stories assez impressionnantes. Les deux dernières questions qu'on pose systématiquement à nos invités, Hugo, c'est est-ce que tu peux nous parler de ta plus belle expérience de management? Plus belle expérience de management. Alors, c'est vrai que je saurais pas dire si on peut si c'est vraiment une expérience de management, mais je vais raconter cette histoire parce qu'elle est plutôt édifiante. À l'époque où j'avais du coup monté une boîte à l'intérieur de Kimono qui s'appelle Kermes, du coup qui est on va dire le nouveau School Touch, donc en fait qui est le kimono pour les étudiants. Donc j'ai lancé ça assez fort en 2017 et j'avais un petit concurrent qui commençait à faire pas mal de bruit et à qui en fait j'ai juste envoyé un message et je lui ai dit bienvenue dans le game, bonne chance, tu vois, un peu d'arrogance mais quand même avec un petit peu de bienveillance. Et il s'avère que du coup cette boîte a été montée par un mec qui s'appelle Samuel, qui à l'époque avait 20 ans ou 21 ans mais qui est brillant et qui pour du haut de ses 20 ans faisait quand même des choses assez fortes. Je lui ai envoyé ce message, il m'a répondu, on a commencé à échanger. Il habitait à Nantes, moi j'étais à Bordeaux, et dès le lendemain, on buvait des bières ensemble à Bordeaux. On a vachement accroché, on est resté en contact. Et du coup, à un moment donné, je lui ai dit, est-ce qu'on n'arrêterait pas les conneries d'être concurrents? Et du coup, viens me rejoindre et on monte Kermes ensemble. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Il est descendu à Bordeaux. On a monté Kermes ensemble, encore une fois avec la même trame, c'est-à-dire que moi je suis resté très fort au début, très fort en mode pour faire le premier million d'euros de chiffre d'affaires, recruter les premières personnes, mettre les premiers process en place. Et aujourd'hui, c'est Sam qui est le seul leader de Kermes, qui fait aujourd'hui plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a son équipe de 10 personnes, et ils sont juste tous plus brillants les uns que les autres. Et d'ailleurs, s'il n'était pas là, moi je n'aurais jamais réussi à amener ce projet jusque-là. Mais du coup, je pense que c'est encore une fois une histoire assez intéressante qui montre que quand on provoque les opportunités, il peut après se passer du coup des super rencontres et peut-être qu'on aurait juste bu des bières ensemble et au pire on aurait passé un bon moment.
Mais du coup, après, il s'est passé quelque chose d'encore plus fort. Aujourd'hui, on est devenus amis. Et aujourd'hui, notre business ne serait pas ce qu'il est s'il n'était pas là. Et du coup, je pense que c'est un bon exemple qui montre qu'aujourd'hui, dès qu'on voit une fourmilière, il faut taper dedans. Et parfois, il n'y a rien qui va se passer. Mais parfois, il peut y avoir des super choses qui peuvent arriver. Dernière question, quelle est ta citation préférée, Hugo? Ben, je crois que je l'ai répété au moins 3 fois. Ma citation préférée, c'est le mieux l'ennemi du bien. Et c'est encore une fois, c'est quelque chose que j'applique tellement au quotidien en pro et même en perso. C'est que aujourd'hui, quand je veux faire quelque chose, je me dis jamais que je vais le faire dans 6 mois, quand j'aurai plus d'argent, quand je serai plus ci ou plus ça. Je le tente la semaine d'après. Et aujourd'hui, c'est invisible et j'en le vois pas. Mais je teste des choses. Tous les mois, tous les 2 mois, il y a des choses qui se tentent. Il y a des choses du coup où on dit, bah, en vrai, ça marche pas, il n'y a pas de traction, on va plus s'emmerder qu'autre chose. Du coup, on ne le lance pas, mais au moins on a tenté. Et du coup, en fait, souvent, il y a des choses qui marchent bien. Et du coup, ces choses qui marchent bien, bah, du coup, c'est les logos qu'on voit là sur la slide. Et ça fait du coup des belles aventures avec des beaux résultats, des boîtes qui se montent avec des salariés, des équipes qui se créent et qui, à terme, marcheront sans moi. Et c'est très bien. Et voilà, si ça peut être le mot de la fin, je Et pense que des, c'est et des très bien. CEO pour prendre le relais. Si vous voulez aller plus Exactement. loin sur le sujet, on vous conseille d'aller sur le livre blanc d'Hugo sur leplongeoir.co. Quelques ouvrages pour entreprendre, La fabrique des startups, Maîtriser les clés du nouvel entrepreneuriat de Jean-François Caillard et Thomas Paris, le manuel du créateur de startup de Steve Blank et Bob Dorf, Mission Blablacar, le bouquin de Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar, absolument passionnant. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Jean-Paul Mochet, le président de Monoprix et Franprix, membre du comité exécutif du groupe Casino pour une masterclass tout à fait exceptionnelle. Hugo, si tu as quelques instants, on accueillera les questions de nos auditeurs que vous pouvez poser directement sur l'interface de GoToWebinar. Avec plaisir. Anouk, est-ce qu'on a des questions déjà? Oui, on a des questions. Que pensez-vous des incubateurs d'entreprise? Est-ce indispensable pour commencer? C'est vrai que là-dessus, moi, j'ai pas vraiment d'avis, étant donné que j'y suis jamais rentré. Euh, je pense que de toute façon, dans tous les cas, ça peut avoir que du bon. Parce qu'en fait, un incubateur, encore une fois, c'est un accès gratuit à du mentoring, à d'autres startups également qui se lancent, qui peuvent avoir des problématiques en commun. Donc, encore une fois, quand on a l'occasion d'intégrer un incubateur, j'ai presque envie de vous dire, souvent en plus, les incubateurs, c'est un peu comme des caisses à outils, hein. On les ouvre si on veut. Donc, on peut prendre ce dont on a besoin et ce qui nous fait envie sur le moment. Donc, oui, pourquoi pas. Êtes-vous impacté par la crise ukrainienne dans l'industrie du textile? On est impacté, oui, à cause du coup, ce qui se passe avec la Russie et du coup, avec toutes les hausses de matières et de transport. Et forcément, oui, on est impacté, mais en fait, toutes ces hausses, dans tous les cas, en fait, étaient déjà impactées parce qu'il s'était passé avec la crise du Covid. Et on a déjà eu de fortes augmentations là en janvier et normalement, on va s'en prendre d'autres dans quelques semaines, mois. Donc oui, forcément, on est impacté. Donc aujourd'hui, on a des pourcentages de marge qui peuvent être impactés. Donc ça nous oblige à nous parfois à rehausser nos prix. Et du coup, avec nos clients B2B2C, qui eux également vont rehausser leurs prix, on essaie de faire en sorte que ça soit assez flat. Mais oui, aujourd'hui, là, à date, on est impacté. Heureusement, on est en croissance de chiffre d'affaires, donc on est tout de même en croissance en termes de volume de marge, mais notre taux de marge, il a été impacté, oui. Faire une école de commerce, est-ce vraiment utile pour être entrepreneur? J'ai envie de dire oui, hein, parce qu'en fait, encore une fois, en école de commerce, pareil, pour moi, c'est comme une caisse à outils, on prend ce qu'on veut dedans. Si j'avais pas fait d'école de commerce, moi, j'aurais pas rencontré Sébastien, ou du coup, j'aurais pas rencontré Olivier, ou j'aurais pas monté Kimono, j'aurais pas monté Capsule. Et puis même après, même sur tout ce que ça m'a apporté en termes au niveau de ma vie personnelle, me suis fait 20 potes exceptionnels, j'ai rencontré ma femme. Donc encore une fois, sans l'école de commerce, je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui, parce qu'en fait, moi, j'ai même entrepris
avec ma femme. On a une boîte ensemble à 50-50 qui s'appelle Le Plongeoir. Donc oui, aujourd'hui, moi, sans l'école de commerce, j'aurais pas la vie d'entrepreneur que j'ai aujourd'hui. Hein. Très clairement, même si j'ai pas mon diplôme. Prenez-vous en compte l'environnement et le développement durable dans votre production pour réduire la consommation d'eau notamment? Ah bah, clairement. En fait, aujourd'hui, il faut savoir que l'industrie textile, c'est la deuxième plus polluante après celle du pétrole. Donc aujourd'hui, en fait, être parfait, ce sera impossible. Et tous les gens qui vous le diront, ben, ce sera mentir. Donc nous, on fait pas trop de greenwashing ou quoi, mais en fait, on a quand même un mantra qui est de dire, en fait, on sera jamais parfait, mais par contre, on fera toujours du mieux qu'on peut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de produire le plus proche de nous, d'avoir des vêtements le plus bio possible. Ça sera encore une fois jamais parfait parce que même un vêtement bio, forcément il y a beaucoup d'eau qui a été utilisée. Forcément, il peut y avoir des choses qui sont pas 100% écologiques. Mais aujourd'hui, pour avoir ce bon rapport entre le prix et l'offre que l'on fait, on fait le max et on améliore ça avec nos fournisseurs, avec nos sous-traitants d'année en année. Parce que aujourd'hui, ça devient de plus en plus important. Et chose qui est importante, c'est que nous, on a cru en ça dès le début de Kimono, il y a encore 5 ans, où le bio, c'était pas encore la norme. Et aujourd'hui, ça le devient. Et nous, on s'est mis à un gros focus avec 90% de ce qu'on vendait était bio depuis 2017. Euh, Comment vérifier que sa problématique d'entreprise répond bien à une demande existante et comment trouver un bon marché? Y a-t-il des outils facilitants? Oula, c'est assez large comme question. Est-ce que tu peux juste la répéter, que je Oui, te le dise en carrément. tête et que je réponde pas à côté? Comment vérifier que sa problématique d'entreprise réponde bien à une demande déjà existante et comment trouver un bon marché? Y a-t-il des outils facilitants? Ok, alors non, pour moi, il y a pas d'outil facilitant. Souvent, les gens disent, il faut surtout pas aller sur ce marché. Il y a déjà trop de monde. Alors, c'est un marché qui peut être énorme, mais il y a déjà trop de gros, etc. Et là, du coup, moi, en fait, au contraire, moi, je préfère prendre une toute petite part d'un énorme gâteau encore une fois, que d'aller sur une niche où, en fait, il n'y a pas de marché. On est sûr d'être le leader sur quelque chose, mais il n'y a pas assez il y a pas assez de marché, il n'y a pas assez de clients potentiels pour faire quelque chose. Et donc, du coup, encore une fois, il n'y a pas d'outils. C'est juste les deux conseils qu'on peut donner, c'est de dire quelle va être la différenciation que vous allez pouvoir avoir par rapport à vos clients, quelle va être vraiment votre storytelling, votre branding, parce qu'aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est hyper important de vendre sans vendre, du coup, de vendre en racontant une histoire derrière, parce qu'aujourd'hui, le consommateur est hyper alerte sur ces questions. Et encore une fois, pas de secret, pas d'outils, c'est de tester, tester, tester. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on va démarcher 100 clients et qu'on va en signer zéro, de toute façon, il y a deux solutions. C'est soit on est un très mauvais commercial, soit on n'a pas un bon produit, soit le marché n'est pas du tout réceptif à ce qu'on essaie de lui vendre. Est-ce que c'est difficile de convaincre ses premiers collaborateurs quand on veut les recruter, quand on est un projet naissant sans garantie de réussite? C'est sûr que c'est plus difficile de recruter quelqu'un quand on n'est pas connu que quand on est une boîte comme Payfit, Alan ou Swile. C'est clair et net. Donc encore une fois, c'est pour ça que j'en reviens au branding, à sa culture d'entreprise interne mais également externe, à comment les gens extérieurs nous perçoivent. Et c'est pour ça que nous, très vite, on a énormément investi dans la marque et dans l'histoire que l'on racontait chez Kimono pour du coup également en fait donner envie aux gens de nous rejoindre parce que du coup en fait on a une marque certes qui est forte mais on essaie d'avoir aussi une marque employeur qui est du moins aussi forte. Comment tu as fait pour remotiver et rassurer tes employés lors du problème que tu as cité? Lors du quoi? Du problème que tu as cité, je pense que la personne parle des marges, problème des Ah, marges. bah oui, là dans tous les cas en fait à un moment donné pareil j'ai aussi un autre mantra dans ma vie, c'est que quand on peut rien y faire ça sert à rien de se morfondre et de répéter le problème parce qu'il y a plein de gens quand il y a un problème ils pensent qu'en le répétant 5 fois il va se résoudre mais en fait c'est pas le cas. Donc en fait quand il y a un problème et qu'on n'y peut rien parce que de toute façon c'est une crise mondiale donc on peut rien y faire donc en fait on essaie de voir comment en fait on s'adapte et comment on applique notre discours et aujourd'hui nos clients qui sont nos premiers partenaires ils veulent bien entendre que du coup, il y a une hausse des coûts et que du coup, cette hausse des coûts
on leur réplique dans le prix et qu'on n'est pas en train de les voler. Et c'est pour ça que nous, la relation qu'on entretient avec nos clients, elle est hyper importante. Et du coup, quand on a une bonne relation avec ses clients, comme la communication est clé, forcément, si on a le bon discours, il est entendu. À part les marges, quels autres KPI sont à suivre en priorité selon toi? Bah, si je dis le bonheur de ses salariés, ça va paraître un peu démago, mais c'est vrai que chez nous, c'est quelque chose qui est hyper important. On est hyper à l'écoute là-dessus. On a énormément de routines hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles qui sont mises en place pour qu'on soit toujours à l'écoute des salariés, que ce soit pour le suivi de leurs propres objectifs, mais également leur suivi de leur feedback. On a une énorme culture du feedback, que ce soit chez Kimono ou chez Capsule. Euh, on essaye d'entretenir ça, ou dans le sens où nous, on donne beaucoup de feedback à nos salariés. On leur demande également de nous en faire, et on leur apprend à comment les verbaliser et à comment les recevoir. Merci beaucoup. Un immense Avec merci, plaisir. Hugo. Un immense merci pour ce témoignage plein d'énergie, plein d'espoir, plein d'authenticité aussi. On retient aucune excuse pour ne pas passer à l'action. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. On prend jamais Exactement. quelqu'un par défaut. Se focaliser sur la customer journey, bien s'entourer, la complémentarité, l'humilité avec laquelle tu développes tes entreprises et tu les confies à un CEO pour pouvoir les pérenniser et passer au projet suivant. C'était passionnant, un immense merci. Et on se retrouve tous la semaine prochaine dans une autre masterclass exceptionnelle avec Jean-Paul Mochet, le président de Monoprix Franprix, membre du comité exécutif du groupe Casino. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à la semaine prochaine. Très bonne journée à tous. Au revoir et merci. Au revoir.